Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine télédiffusé préféré, l'Éco-Vaporiste. Et tout d'abord, les actualités. Bonjour juge, je suis actuellement dans la péninsule arabique où les évacuations vers le Moyen-Orient battent leur plein. Seul endroit sur Terra Prima où les perturbations ne semblent pas agir. Merci Anne. Jamais l'humanité n'avait connu pareil exode. Est-ce que ces perturbations sont-elles liées aux sphères métalliques qui se sont écrasées un peu partout sur Terra Prima? Oui, pardon. Les gaz qui se sont échappés de ces boules de métal ont pollué les ondes gravitationnelles. Les communications radiophoniques sont coupées, les machines à vapeur sont à l'arrêt, et le radium n'est plus raffiné. Grand Dieu, c'est une catastrophe planétaire. Mais qu'en pensent les gouvernements d'Universalis? Est-ce que l'armée des 12 royaumes va-t-elle enfin se réveiller? Anne? Anne? Anne, vous êtes toujours là? En effet, l'armée est prête à intervenir. Mais il semblerait qu'une autre option soit envisagée pour communiquer avec nos visiteurs venus d'ailleurs. L'utilisation du fakirisme. Une de nos équipes techniques se trouve actuellement avec un grand maître en la matière. La communication par la pensée, dans un état de transe et de pénitence, peut nous aider à comprendre ces êtres célestes, à les accueillir en paix, et dans un but commun, nous élever vers une nouvelle forme de spiritualité aux confins de la 4e dimension. J'affirme aujourd'hui que notre ordre des fakirs est en mesure d'y parvenir. Merci Anne. Nous suivrons les avancées spirituelles et psychiques de ce cher fakir avec grand intérêt. Mais reprenons d'abord notre émission du mois à propos des récits du merveilleux scientifique en compagnie du docteur Fleur Hopkins. Qu'est-ce qui a amené tous ces auteurs à écrire dans ce genre particulier? Qu'est-ce qui en a été le déclencheur? Est-ce que c'est l'appréhension de la science et des pseudosciences comme le paranormal? Alors, parler des auteurs, c'est déjà très intéressant parce que déjà on se rend compte, alors peut-être par l'abondance de tout ce qui se trouve devant moi, mais surtout quand on regarde les noms des auteurs, on se rend compte qu'il y a des profils extrêmement différents. Alors d'abord, j'ai un petit point de vigilance, c'est que beaucoup de ces auteurs ne se sont jamais tout à fait recommandés de l'étiquette merveilleux scientifique. Alors ça, on pourra en reparler un petit peu après. Pourquoi est-ce que l'expression n'a pas vraiment pris ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fonctionné un peu mieux? J'essaierai peut-être de vous répondre à cela un petit peu après. Mais toujours est-il que certains auteurs se sont recommandés de l'étiquette. Maurice Renard, évidemment. Rosny Aîné a déjà employé l'expression dans un entretien, mais c'est difficile de voir s'il l'affectionnait ou pas. Un autre auteur qui s'en est recommandé, c'est notamment le docteur Octave Béliard. Et dans ce texte très intéressant, Les petits hommes de la Pinède, publié en 1927-1928 dans l'Association médicale, il y a même un épilogue et un prologue, presque métaromanesque, dans lesquels les soignants qui trouvent un journal de bord qui raconte toute l'histoire d'une petite peuplade minuscule, sacrée répétition de ma part, mais une petite peuplade dans une pinède, eh bien il nous dit, mais est-ce que c'est pas un roman merveilleux scientifique ce que je suis en train de dire? Donc on voit bien que de toute façon,
peu importe le nom que ça a pris, ça s'est diffusé en fait dans l'imaginaire collectif. Pourquoi ça s'est diffusé? Parce que ça a été publié dans des journaux comme Le Matin, comme L'Intransigeant, comme Paris Soir, des journaux extrêmement lus. Ça a été diffusé, je vous l'ai dit, aussi dans les magazines encyclopédiques, Je sais tout, Lecture pour tous et quantité d'autres revues de ce type-là. Donc on ne peut pas nier que le roman merveilleux scientifique, le corpus merveilleux scientifique, il a existé, il a été visible. Et de fait, vous avez quantité d'auteurs, je vous l'ai dit, Léon Groc, par exemple, avec Villanté, qui va reprendre quelques petits éléments, notamment à Gustave Le Rouge, cette idée de la force psychique qui peut alimenter un cadavre à distance, et donc ce cadavre n'a pas besoin d'âme, pardonnez-moi, n'a pas besoin de sentience, il est animé non pas par volition, mais par celle du configurateur, en fait, qui se trouve un peu plus tard, un peu plus loin, comme si c'était une marionnette. Donc on a Léon Groc, on a aussi par exemple Guy de Terramont, notamment avec L'homme qui voit à travers les murailles. Alors il est en très mauvais état, vous voyez qu'il a fait son temps. C'est un texte de 1913 qui nous raconte que le héros reçoit un grain de radium dans son pansement et qu'il est capable de voir au travers des murs comme s'il était devenu un appareil de radiographie. Un texte manifeste pour qu'il ait une capacité performative à créer un mouvement, à créer un genre, un corpus, peu importe l'appellation qu'on a envie d'emprunter. Il faut à la fois, je vous l'ai dit, qu'il élimine des précédents, des ancêtres, on l'a dit, Verne. Je n'ai pas nommé Robida, mais Robida aussi, Maurice Renard l'avait en horreur, parce qu'il disait, mais en fait, tout ce qu'il cherche à faire dans la vie électrique, dans le XXe siècle, c'est à divertir le lecteur, à l'amuser, et non pas à le faire penser. Là est la différence vraiment principale avec Maurice Renard. En plus de ça, rien n'est vraiment développé. Alors là, encore une fois, c'est pas mon jugement, c'est Maurice Renard dont j'emprunte les termes. Rien n'est vraiment développé, parce que là, on a le téléphonoscope, là, on a ça, là, on a ça. Il s'agit de divertir, en fait, et d'imaginer des petites extrapolations du quotidien. Donc, il n'aimait pas du tout Robida, même si tout de même, n'oublions pas que Robida était à la fois illustrateur et écrivain de ses récits, donc il a quand même une plus-value non négligeable, et il a influencé aussi quantité des illustrateurs et même des romanciers qui sont ici. Mais Maurice Renard, voilà, le tenait en respect, c'était pas forcément un écrivain qu'il avait envie d'intégrer à sa nébuleuse, et je pense que le terme a vraiment sens, une nébuleuse où on a des auteurs qui se détachent, des auteurs qui en font partie, des auteurs qui se réclament, mais aussi des auteurs qui sont quelque part avalés, parfois malgré eux, parce que par exemple, je pense à Maurice Leblanc, qui a écrit Les Aventures d'Arsène Lupin. Il a écrit des textes comme Les Trois Yeux, qui sensiblement pourraient toucher au récit merveilleux scientifique, puisqu'il s'agit de Vénusiens qui projettent sur la Terre des images enregistrées du passé. Il les projette pour communiquer avec les terriens, et ça c'était vraiment à l'époque un leitmotiv qui revenait sans cesse dans l'imaginaire, cette idée qu'on pourrait, que ce soit Marconi, que ce soit Nikola Tesla, on pourrait communiquer avec les Martiens. Et du coup, je dérive enfin vers l'autre partie de votre question. Pourquoi le merveilleux scientifique? Pourquoi cette période-là? Parce que justement, on voit qu'il y a des scientifiques, on voit qu'il y a des médecins, on voit qu'il y avait des gens qui étaient férus de science. Alors, la question est extrêmement vaste, complexe, puisqu'il faudrait vraiment pouvoir disposer de tous les documents possibles pour comprendre comment était vraiment le XXe siècle. Mais toujours est-il que beaucoup d'historiens ont glosé sur cette période, et on s'est rendu compte qu'en fait, au début du XXe siècle, il va y avoir de nombreuses modifications en fait dans le siècle qui débute. L'une des modifications majeures qui a beaucoup marqué mes lectures et mes travaux, c'est notamment celle qui touche au panoptisme, à l'obsession de voir l'invisible. Je vous l'ai dit, on va avoir différentes découvertes scientifiques, que cela touche à la radiographie, à la cinématographie, mais aussi plein de spéculations métapsychiques qui touchent à la 4e dimension, avec Zollner notamment dans les années 1880, des spéculations qui touchent à la vision paroptique, cette idée que je pourrais voir grâce aux ocelles qui sont partout sur ma peau, que je pourrais voir ce qu'il y a derrière un mur, ce qu'il y a fermé dans une boîte, cette idée qu'on pourrait photographier la pensée, photographier les rêves, Baraduc, Darget s'y intéresse, cette idée, je vous le disais un peu plus tôt, de 4e dimension, qu'il y aurait non pas des fantômes, mais des entités sur un plan différent de nous, et en fait il serait capable de nous retourner, de nous manipuler comme si nous étions sur un plan inférieur. Il y a quantité en fait de propositions métapsychiques qui vont irriguer la littérature de merveilleux scientifique. Jusque dans son titre, on voit bien qu'il y a une tension, mais cette tension, il me semble qu'elle est vraiment à l'image de l'époque dans laquelle prospère le roman merveilleux scientifique. C'est pas le roman merveilleux scientifique qui s'est dit « Ah, c'est une chouette idée de mêler la métapsychie à la science, de quelque part rationaliser le fantastique ». C'est pas de son fait. C'est effectivement très séducteur pour un romancier, puisqu'il s'agit aussi quelque part de renouveler la matière fantastique, de repenser le conte de fées, puisque ce n'est plus un objet magique qui va vous permettre d'accomplir un prodige, et dès lors ce n'est même plus vraiment un prodige, c'est de la science.
Je ne deviens pas invisible en mettant le chapeau du prince lutin, je deviens invisible parce que je me bombarde de rayons, parce que je bois un sérum inventé. Ce sérum va porter un nom extrêmement sérieux. Alors, de mémoire, je ne sais plus si je pourrais vous dire, c'est le Trilidium, quelque chose comme ça, dans un conte anonyme qui s'appelle Les mystères de Côte-el-Hurlot. Ça aussi, je ne dis pas très bien, c'est breton. En fait, le roman Merveilleux scientifique, il illustre une obsession du début du XXe siècle, une obsession, une passion pour tout ce qui, effectivement, touche à la frange de la science, mais on est toujours en train de marcher en funambule en se disant, mais en vérité, tout cela, puisque très récemment, on a découvert que la radiographie, ce n'était pas du délire, c'était un fait scientifique, eh bien peut-être que les extrapolations sur l'électroculture, cette idée que l'électricité pourrait avoir une influence sur la croissance, l'idée d'utiliser les rayons ultraviolets par exemple, toujours pour soigner des maladies, pour augmenter la croissance des enfants, etc. Peut-être que ça aussi, ça deviendra réel à un moment. Maurice Renard et beaucoup de ces auteurs-là le disent dans leurs romans. Peut-être qu'en fait, certains des personnages qu'ils présentent sont, alors non pas le chaînon suivant, ce serait exagéré de dire ça, mais sont une proposition tout à fait réaliste sur des réalités que l'on pourrait découvrir dans les années à venir. Et c'est pour ça que tous ces romans, ils nous invitent sensiblement à un dépaysement, je l'ai dit, ils nous invitent vers Mars, ils nous invitent dans le monde des insectes, on va dans le monde des atomes, on voyage dans des mondes invisibles, mais ils sont tout de même très fortement ancrés dans le XXe siècle et ces différentes innovations scientifiques. Et dès lors, relire un roman de merveilleux scientifique, c'est aussi se replonger dans des découvertes scientifiques, dans une réalité scientifique, puisque tous les savants, très souvent dans ces récits, ils vont se recommander de savants bien réels. Ils vont parler de différents savants qui ont extrapolé sur tel et tel événement. On va avoir des références à Branly, des références à Marconi, on va avoir des références à l'hypnose de Braid, à l'hypnose effectivement de Charcot, on va avoir d'autres références à des pseudo-savants comme Darget, comme Baraduc, je l'ai dit, comme Richet. Et ça, tout ça, ça va créer en fait une espèce de toile aractéenne qui fait que les auteurs en permanence sont en capacité de... on aime bien parler un peu plus tard de signaux faibles. Et il me semble, encore une fois, tout en mettant une petite modulation sur le fait que les auteurs merveilleux scientifiques ne sont pas des visionnaires, ne sont pas des prophètes, ou tout au moins ce n'était pas leur ambition, ils sont tout de même en capacité d'être en résonance acoustique avec leur siècle et d'amplifier, j'ai envie de dire, d'amplifier la poésie en fait de leur siècle. Ils vont extrapoler, eh bien, à l'époque la lanterne magique, eh bien, René Thévenin va imaginer dans les aventures de Carabus que cette lanterne magique, eh bien, elle n'est pas là pour vous mettre dans la pénombre et vous montrer des fantômes ou des scènes exotiques, eh bien, elle vous permet de voir des scènes du passé. On tire un fil signifiant sur une technologie qui existe, on la saupoudre de métapsychie, mais cette métapsychie, encore une fois, rien ne nous dit qu'elle ne va pas tout simplement advenir et qu'elle ne va pas être soudainement expliquée par de la science. Alors j'ai appris également que vos recherches menaient sur le fakirisme. Y a-t-il un lien entre ce domaine et le merveilleux scientifique? Alors le fakirisme, c'est un sujet vaste, aussi vaste peut-être que le merveilleux scientifique. Je l'ai découvert au fil de mes recherches concernant le corpus merveilleux scientifique. J'ai évoqué un peu plus tôt le prisonnier de la planète Mars. On a dedans un incorrigible fakir qui s'appelle Ardavena. Et comme dans un autre texte d'ailleurs de Gaillard qui s'appelle Sur la planète Mars, dans ces deux textes où on se demande vraiment s'ils se sont plagiés, alors je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Gaillard et Gustave Le Rouge ne sont pas la même personne, puisque des recherches généalogiques prouvent que Gustave Le Rouge n'a pas le même pseudonyme que Gaillard. Un Gaillard est vraiment un autre individu. Et de fait, dans ces récits, il y a une similitude, et même plusieurs similitudes extrêmement troublantes. On a des scènes de torture extatique d'hindous, et on a surtout ce personnage du fakir maléfique qui veut à tout prix envoyer sur Mars pour le punir ou tout simplement subtiliser les savoirs des Occidentaux. Ce qu'on a aussi dans ces deux textes, c'est une machine qui permet de synthétiser, de collecter, de condenser l'énergie psychique de milliers de fakirs, de sorte à pouvoir doter l'opérateur d'une force magnétique, mesmérique. Enfin, voilà, les filiations sont nombreuses dans ces textes, on garde parfois le flou volontaire, parce qu'il faut bien se dire que les auteurs n'étaient pas forcément scientifiques, ils lisaient des articles de vulgarisation scientifique, ils étaient au fait de la science de leur époque autant qu'un néophyte le peut, et parfois ce sont des éléments imaginaires, donc on compose avec ce que l'on sait. Donc ce n'est pas absolument juste. Mais toujours est-il qu'on a un fakir mal intentionné qui utilise l'énergie psychique pour la condenser dans une machine animique pour ensuite la réutiliser pour l'éviter jusque sur Mars.
Et dans les deux cas, je vous l'ai dit, le fakir est malveillant et il est jaloux de la technologie occidentale. Notamment Ardavena dans Le prisonnier de la planète Mars, il est extrêmement mécontent que Robert Darvel puisse, grâce à son invention, aller sur Mars avant lui, parce que lui il se dit c'est la nouvelle Terra Incognita, il faut aller coloniser Mars et en devenir le maître et possesseur. Et ça, c'est un trait qu'on va retrouver très régulièrement en vérité dans des romans merveilleux scientifiques, et c'est comme ça que je me suis dit qu'effectivement il y avait quelque chose d'intéressant à découvrir dans le fakirisme. Je cite un autre récit que j'ai déjà évoqué, Villanté. On a un sorcier qui s'appelle Clavignac, qui va s'associer de fait à un fakir, et l'un est un spécialiste de l'électricité, l'autre est un fakir, et tous les deux, ils vont réussir à animer Scylla, parce qu'elle est surnommée Scylla, clin d'œil éhonté à Jules Verne et au château des Carpates. Et c'est donc la collusion de la science occidentale et de la science fakirique. Et là, vous voyez que ce n'est pas un abus de langage de ma part. Dans beaucoup de ces textes, la question est posée de savoir est-ce que les pratiques fakiriques, donc que ce soit l'anabiose, la catalepsie, cette capacité à s'enterrer sous terre et à rester en dormance en fait, ou encore la métempsychose, cette idée de détacher son corps astral de sa prison de chair, ou encore l'ataraxie, cette idée d'être complètement stoïque quand on se perce les joues et qu'on s'allonge par exemple sur un tapis de clous. Eh bien tous ces prodiges, tous ces phénomènes, est-ce qu'ils sont, alors on revient toujours au même débat, est-ce qu'ils sont magiques ? Ou est-ce qu'ils sont de la science non encore expliquée, ce qui voudrait dire que le fakirisme est une science hindoue, un savoir hindou qui en fait fait envie à beaucoup de savants occidentaux. Ils leur font envie parce que par exemple si vous lisez Les secrets de Monsieur Synthèse de Louis Bousnard, qui est un romancier d'aventure mais qui fricote un peu avec le merveilleux scientifique de temps en temps, et bien dans la science illustrée, Louis Bousnard nous raconte que le savant Synthèse, il est complètement féru de fakirisme et d'hindouisme. Il est capable de s'auto-hypnotiser pour se convaincre qu'il a suffisamment dormi de sorte à rester réveillé pour pouvoir travailler sur ses expériences. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour s'hypnotiser, il nous parle de l'omphalopsychie, c'est-à-dire que les hindous, les fakirs, regardent leur nombril ou regardent le bout de leur nez pour s'auto-suggestionner. Et ce n'est pas ce qu'il fait. Synthèse, il utilise un miroir brillant exactement comme le préconisait James Braid, un des théoriciens de l'hypnose. Donc on voit bien qu'il y a mariage, parfois forcé, parfois volontaire, entre hindouisme, fakirisme et puis science occidentale. Et une des questions très fortes, c'est celle de savoir est-ce qu'on touche à la science ou est-ce qu'on touche à la magie quand on approche du fakirisme. Le fakirisme, c'est vraiment un objet mal connu qui va être diffusé notamment dans les années 1880 par les très récits nombreux de voyages, notamment Louis Jacodio, Louis Noir, Bosque, etc., qui vont ramener dans leur valise des récits de voyage. Et tous, il y a vraiment un point commun très fort, c'est qu'ils vont raconter avoir été témoins. Alors, un des débats, c'est de savoir s'ils ont vu ou non ces phénomènes, ou s'ils les ont rapportés aussi par oui-dire, mais ils rapportent avoir vu de nombreux phénomènes, comme par exemple la corde qui flotte. Cette fameuse corde qui est capable de flotter en l'air, et peut-être même parfois on peut aller grimper sur cette corde. Ou encore l'expérience de végétation hâtive, c'est-à-dire j'ai un ananas devant moi et je peux le faire pousser très vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup, ces voyageurs, ces explorateurs, ils vont dire non, c'était pas de la science hindoue, c'était pas de la magie, c'était de l'hypnose. On nous a suggestionné, et c'est pour ça qu'on a cru voir un phénomène absolument incroyable. Et ce qui est fascinant avec le fakirisme, il me semble, c'est que de la même manière que un peu avant le XXe siècle et pendant le XXe siècle aussi, on aura des mouvements anti-spirites, anti-médiumniques, des gens comme Harry Houdini qui vont aller aux séances de table tournante pour montrer que tout cela ce n'est que supercherie, et bien de même, on aura en France des savants qui vont s'échiner à prouver que le fakirisme n'est qu'un leurre. Pas un leurre au sens où ces prodiges seraient faux, mais un leurre au sens où ce ne serait que de l'illusionnisme, et dès lors le fakirisme ne serait qu'une nouvelle manière de faire de la prestidigitation et de la magie. C'est Paul Euzet notamment, un très célèbre démystificateur, qui va affronter Tarabay au Cirque de Paris et qui va lui-même se planter des aiguilles dans la joue et dire mais en fait je peux tout à fait le faire, il n'y a pas besoin d'être fakir pour ça, il n'y a pas besoin de se suggestionner, il suffit de se concentrer et de percer à un endroit que ma science occidentale me permet de découvrir. Donc le fakirisme, il est très intéressant à approcher comme phénomène qui nous dit beaucoup, encore une fois, de science, pseudo-science, métapsychie, tradition, et puis surtout hindouisme
au début du XXe siècle. Il nous dit beaucoup aussi des transferts culturels, puisque n'oublions pas que, de fait, tous ces récits de voyage qui vont être apportés à Paris, ils sont biaisés dès le départ, puisque les Occidentaux qui vont en Inde et qui voient les prodiges fakyriques, il faut bien avoir conscience que, on le voit très bien sur les photographies anthropologiques de l'époque, ce sont des spectacles fakyriques, ce sont des mises en scène. Et les fakirs ça veut dire mendiant à la base, eh bien, ces personnages vont épouser un déguisement fakyrique pour participer à une économie locale du tourisme. Donc en fait, on va avoir déjà un fakirisme mis en scène en Inde, qui ensuite va arriver d'une manière diluée en France, et qui va se diffuser dans beaucoup de romans merveilleux scientifiques, mais aussi sur les scènes de théâtre, sur le music-hall. On va avoir des spectacles de fakirs, mais qui vont attirer foule. Dans les années 1900-1930. On va avoir quantité de fakirs, et eux-mêmes vont en fait, sous la forme d'un syncrétisme, se convertir à des pratiques occidentales. Ce qui est très amusant, c'est que beaucoup de ces fakirs, ils ne sont pas du tout indiens. Ils sont arméniens, ils sont français, ils sont parisiens. Certains vont reconnaître qu'ils se sont initiés à différentes pratiques fakiriques. Ils ont fait un pèlerinage spirituel en Inde. Ils ont découvert une peau magique avec des formules magiques que maintenant ils appliquent. Voilà, ils se sont convertis, ils ont été ouverts au fakirisme par différents procédés. D'autres vont mentir. L'Arménien Tarabel, lui, il va dire « Ah non, mais moi je suis fakir ». Pas du tout. Mais toujours est-il qu'ils vont surtout se rendre compte qu'il faut être à la page et il faut donc épouser des pratiques occidentales. Et dès lors, beaucoup de fakirs vont se mettre à la cartomancie, vont se mettre à diffuser des talismans magiques, ils vont lire dans des boules magiques, ils vont tenir des courriers du cœur, ils vont totalement se convertir en fait à un phénomène de voyance qui est plutôt occidental. Et c'est peut-être pour ça que quelqu'un comme Paul Gibier, qui était un assistant au musée naturel, au Muséum naturel de Paris, va proposer un rapport en fait à l'Académie des sciences dans les années 1880 et tracer une ligne de filiation entre le fakirisme et le spiritisme. Parce que de toute évidence, les acteurs du spiritisme, que cela soit les sensitifs, les médiums, les voyants, etc., ils partagent des caractéristiques extrêmement fortes avec les fakirs tels qu'ils vont être réinventés, rediffusés en France, puisqu'ils vont être autant des acteurs que des pseudo-scientifiques, que des théoriciens, que des amuseurs de foule. On voit que le fakir, il a de multiples visages. Et ce qui m'a semblé tout à fait passionnant dans le fakirisme, c'est qu'effectivement, c'est une émanation supplémentaire de cet esprit merveilleux scientifique caractéristique du XXe siècle.